Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. La présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue en octobre 2025 et déjà, le contexte politique reste marqué par de fortes tensions. Les principales figures de l'opposition sont radiées de la liste électorale qui elle-même est loin de faire l'unanimité, tout comme la commission électorale indépendante de laquelle certains partis d'opposition ont d'ores et déjà retiré leurs représentants. Le pays est donc déjà de plein pied dans une crise préélectorale évidente. Mais les Ivoiriens sauront-ils conjurer les vieux démons du passé, transcender les divisions en vue d'une présidentielle apaisée? 4 invités avec moi pour en parler. Nestor Kofi, vous êtes membre du PDCI RDAO, représentant de Tidjane Thiam de la diaspora. Vous êtes un homme en colère, un homme révolté avec la décision prise ce 22 avril par la justice ivoirienne de radier votre candidat de la liste électorale. Vos fonctions deviennent désormais inutiles. Mais vous dites ne pas baisser les bras. On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci Nestor Kofi d'avoir accepté notre invitation. Bernard Oudin, conseiller de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour vous, les choses sont simples. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. C'est ainsi que vous voyez les choses. Mais comment devient-on président quand on est radié de la liste électorale? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tiekoura Aboubakar Diaby, vous êtes membre du RHDP, le parti au pouvoir, vous êtes le délégué à l'organisation, vous en êtes le délégué à l'organisation, à l'implantation et aux adhésions. Pour vous, le président Alassane Ouattara est une chance pour la Côte d'Ivoire et vous n'avez qu'un seul souhait, qu'il se présente à nouveau pour diriger la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années et vous mettez en avant son bilan, mais on en parle au cours de cette émission. Merci. Monsieur Diaby, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans cette émission, nous parlerons droit, état de droit, gouvernance, justice, décision de justice, démocratie. C'est à juste titre que je vous ai invité. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, par ailleurs analyste politique. Merci à vous. Merci, Richard. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation. Commençons cette émission par une question de droit. Brice Nzamba, le 7 février dernier, Tidjane Thiam engage des démarches pour se décharger de la nationalité française. Pour ce faire, il avait besoin d'un certificat de nationalité ivoirienne. Il l'obtient. La justice ivoirienne lui délivre un certificat de nationalité. Il fait sa procédure qui prend fin le 19 mars dernier. Il n'est plus français. Il est désormais ivoirien, pensait-il. Puis ce 22 avril, la même justice ivoirienne lui dit qu'il n'est plus ivoirien. Une question de droit. Un État peut-il revenir sur ses propres actes administratifs? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les actes administratifs ne sont pas figés dans le marbre. C'est-à-dire qu'un acte administratif qui a été pris peut être retiré, c'est-à-dire qu'on peut abroger un acte administratif. On peut l'attaquer aussi devant un tribunal administratif et donc faire en sorte qu'on sorte des effets que cet acte a produits. C'est possible. Voilà. Bon, maintenant, on peut discuter sur la motivation pourquoi cet acte avait été pris. Est-ce que ça a été pris à la légère ou est-ce que ça a été pris sérieusement et puis par la suite, oui, on s'en est repenti. Mais juridiquement, on peut prendre un acte administratif, on peut l'abroger pour des raisons objectives qu'on estime être remplies. Ou on peut attaquer cet acte devant un tribunal. Donc il n'y a encore aucune espèce d'incohérence juridique par rapport à la décision qui a été prise ce 22 avril. Oui, juridiquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'un acte administratif peut être abrogé, oui. Un acte administratif peut être pris, et par la suite, le tribunal peut être saisi, et le tribunal va en ce moment-là dire ce qu'il en est. Voilà. Donc, pendant que le dossier déposé au niveau de la France par Tidjane Thiam était en traitement, la France a dû vérifier s'il était effectivement ivoirien, oui, puisque la législation française prévoit que le candidat à une forme de déchéance, oui, ne soit pas après apatride. Et c'est après qu'on a constaté qu'il n'est plus ivoirien. Oui, alors là, là, on entre un peu dans la politique, hein, c'est-à-dire que je pense que
la décision, le certificat de nationalité qui a été produit à cette époque-là, Oui. s'ils l'ont produit, c'est que nécessairement l'administration avait des éléments objectifs Bien sûr. sur lesquels elle pensait que M. Thiam avait le droit d'être Ivoirien. Voilà. Donc il faut rester objectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'un État comme la Côte d'Ivoire ait pu produire un certificat sans avoir des éléments. Bon, après coup, donc quand les intérêts n'ont plus été les mêmes certainement, il a fallu que le tribunal puisse rendre une décision. Alors, la difficulté dans l'affaire de M. Thiam, c'est que la décision qui a été rendue par le tribunal, cette décision n'est pas susceptible de recours. Oui. C'est ça la vraie difficulté. Voilà, c'est-à-dire que on prend un certificat de nationalité, certainement sur des éléments objectifs, Bien sûr. et par la suite, on considère que la personne n'a plus la nationalité française depuis 2002, je crois, depuis ce qu'il a eu 2022. 2022, voilà, depuis 2022. Non, depuis 1987 qu'il s'est fait naturaliser. En 1987, il a acquis la nationalité française. Et donc 15 ans plus tard, il n'est plus ivoirien. Voilà, donc c'est ça. Donc et ça, en principe, l'administration ivoirienne aurait dû approfondir la question avant de délivrer le certificat de nationalité. Manifestement, ça n'a pas été fait. Donc moi, je pense qu'il y a un peu du cafouillage dans cette affaire. Avant de passer... Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Avant de passer la parole à Nestor Kofi, très rapidement, et au moment où nous faisons cette émission, il est de quelle nationalité, Tidjam Thiam? Ah non, là, il est apatride. Il est apatride. Oui, mais puisqu'il n'est plus français et il n'est plus ivoirien. Donc, il est apatride. Il n'a plus d'origine aujourd'hui. Non, il a une origine, mais juridiquement parlant, il n'a plus de nationalité. Je ne crois pas. M. Thiam est ivoirien. Ok, merci. Il est ivoirien. Personne ne lui dénie le fait qu'il ne soit pas ivoirien. Il a renoncé à une nationalité ivoirienne en devenant français. Encore, on peut en discuter. Mais on lui dit... Ah, c'est bien que vous disiez ça. Non, c'est pas... Pour vous dire que ce n'est pas politique la décision qui a été prise. Bien sûr. Les frères de Thiam sont ivoiriens, sa sœur est ivoirienne et tout cela. Mais sauf que lui, il s'est prévalu d'une autre nationalité. Oui. Et il n'a pas pris le recul nécessaire à l'aune de ses ambitions politiques de décharger très tôt de cette nationalité. Non. J'arrive. Monsieur Diaby, administrativement, j'arrive, j'en viens. Oui. Et quand il s'inscrit sur la liste électorale, il n'est pas encore déchargé de sa nationalité française. Oui. Et c'est cette décision-là... C'était en 2022. Oui, c'est cette décision de s'inscrire sur la liste électorale avec un document français qui a été attaqué. Sinon, dans sa nature en elle-même, personne n'a dit à M. Thiam... Actuellement, là, administrativement, il est de quelle nationalité? Administrativement, il peut aller à la justice, demander qu'on lui donne ses papiers ivoiriens. Il les aura. Non. Et après... Oui. La prochaine RLE, il pourra s'inscrire sur la liste électorale. Avant d'aller à la justice, il a quelle nationalité? Pour le moment, on s'en tient à la décision de la justice pour l'instant. Nestor Kofi, Oui. vous avez vécu avec colère la décision prise ce 22 avril Tout à fait. par la justice de votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Par la parodie. C'est une justice que je n'arrive pas à comprendre si ce n'est pas une justice politicienne. Dans la mesure où le président Thiam n'a pas renoncé à sa nationalité ivoirienne. Il n'a pas été naturalisé. Il est né français parce qu'il a ses parents qui étaient français. Dès lors, on ne peut pas lui opposer l'article 48. C'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il est né français, pourquoi il s'est fait naturaliser en 1987? Il ne s'est pas fait naturaliser. C'est une réintégration que les gens ont eu à faire. Le truc est écrit là. Ce n'était pas une renonciation à la nationalité pour prendre une autre nationalité. Il n'a pas été naturalisé. Ça, c'est clair. D'accord. En 1987, oui, quand il a été réintégré dans la nationalité française, quelle est sa situation au regard de l'article 40 du Code de la nationalité? Mais il avait les deux, dans la mesure où ça s'est imposé à lui. Ce n'est pas une nationalité qu'il est allé demander. Moi, je suis venu, ça fait 50 ans que je suis en France, je n'ai jamais osé aller prendre la nationalité. Pourtant, mon épouse est française, mes enfants sont français. Comme je voulais faire de la politique, je n'ai jamais renoncé parce que je sais que ça pourrait poser un problème. Lui, ça s'est imposé à lui. C'est comme aujourd'hui, mes enfants vont en Côte d'Ivoire, ils veulent faire de la politique, alors qu'ils ont la double nationalité aujourd'hui et on va leur opposer. Alors, ils n'ont pas choisi. Mais pourquoi parle-t-on de naturalisation alors? Il n'a pas été naturalisé, justement, c'est parce que les gens... Mais tu ne demandes pas quelque chose que tu possèdes déjà. Non, comment? Exactement. Ah, non, excusez-moi. Non. La réintégration, je vous jure. Ça n'a rien à voir. Oui, il n'y a aucun parti pris dans ma question, je vous jure. Oui, non, vous posez la question, je dis non.
il n'a jamais été naturalisé. Et ça, tous les avocats l'ont dit. D'accord. C'est pour ça que... Ok, avançons. C'est pour ça qu'au cours des requêtes qui ont été faites par les gens à la CEI a débouté toutes les 150 personnes qui ont fait ces requêtes. Oui. Ça, c'est important. C'est un point important et positif que vous évoquez. Mais une question très rapidement, mais ça fait peut-être appel aussi à des réponses juridiques. Oui. Brice Nzamba, regardez, nous tous, imaginons, nous, ici, juges ivoiriens. Vous êtes juge ivoirien. Bon, alors, je vous pose, vous, la question. Vous êtes juge ivoirien. Oui. Je suis justiciable ivoirien. Oui. Je me présente à vous, je sollicite un certificat de nationalité ivoirienne. Je produis l'acte de naissance de mon père ou le certificat de nationalité ivoirienne de mon père ou de ma mère et mon acte de naissance. Vous êtes juge ivoirien et je sollicite la délivrance d'un certificat de nationalité. Sauf qu'en temps, moi, je suis devenu guatémaltèque ou brésilien ou suédois ou pakistanais. Mais vous faites comment pour le savoir? Mais je vérifie. Mais il n'y a pas un fichier. Mais non, il y a pas une histoire. Pourquoi vous ne dites pas au juge? J'arrive. Pourquoi vous ne dites? Non, c'est à lui, j'ai posé. C'est pour qu'on comprenne. Dépassionnons le débat. Allons-y. Il y a des solutions politiques sans doute. Mais disons objectivement, posons les choses sur la table. Oui. Comment vous faites pour savoir qu'en temps je suis suédois? Mais pourquoi lorsque le président a été, qu'on appelle, a renoncé à sa nationalité française, où la France avait fait, qu'on appelle, les enquêtes pour ne pas qu'il devienne apatride, oui. Il a fait, les gens lui ont délivré un certificat. Pourquoi? C'est vrai. Maintenant, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi ils reviennent sur ça, alors que ses frères, ses parents, c'est parce que les gens savent, ses frères, son frère aîné, Augustin, est aujourd'hui ministre, gouverneur de la capitale, capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Lui, ça pose aucun problème, parce qu'il n'a pas d'ambition politique. Sa sœur aussi, oui. Pareil. Son frère, oui. Pareil. Dans une famille où il y a eu 5 ministres aujourd'hui, et celui-là même dont on parle, lui aussi, il a été ministre en Côte d'Ivoire. Quand le président Ouattara venait en Côte d'Ivoire, où il avait 50 ans, lui, il a renoncé à sa nationalité voltaïque parce qu'il a dit devant qu'on appelle, oui, on a les vidéos, lui-même il a parlé. Il a servi en tant que vice-gouverneur de la BCAO. Quand il a servi en tant que vice-gouverneur, au moment où le président Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat, est-ce qu'il a renoncé à ce jour ses autres nationalités? Ça aussi, on va lui poser. Absolument. On reviendra sur cette question. Pour l'instant, on reste sur le cas Thiam. Bernard Oudin, comment vous avez vécu la décision prise ce 22 avril par la juge du tribunal d'Abidjan qui a décidé tout simplement de faire constater à Thiam qui n'est plus ivoirien en 2022 quand il s'inscrivait sur la liste électorale? D'abord, en tant que citoyen ivoirien, oui. Ma première réaction, c'était une forme de tristesse, parce que, au-delà du problème de M. Thiam, c'est tout le problème qui doit nous occuper dans ce débat, bien sûr, qui est celui de l'élection d'octobre 2025. Oui. Et l'éviction, entre griffes, comme on dit à Abidjan, de M. Thiam à l'heure où on parle, est le dernier avatar d'un certain nombre d'éléments qui me font craindre que le 25 octobre n'arrive pas en tant que jour d'une élection, mais comme le terme ou le début d'une nouvelle crise institutionnelle et éventuellement sociale et militaire en Côte d'Ivoire. Je m'explique. La Côte d'Ivoire vient de passer pratiquement depuis 1960 65 ans d'indépendance. Il y a eu 33 ans sous Houphouët-Boigny. Et je parle en connaissance de cause parce que le jour de l'indépendance, j'étais dans un collège d'Abidjan en tant qu'élève. Quand le président Houphouët-Boigny a hérité de la Côte d'Ivoire par la volonté du général de Gaulle de faire sortir les anciennes colonies et de les rendre indépendantes sous une certaine forme, la Côte d'Ivoire était un territoire de l'AOF.
ce territoire était délimité par ce que j'ai connu quand je voyais la carte au tableau, quand j'étais à l'école de la RAN ou ailleurs, par des petits traits pointillés qui circulaient comme ça dans toute la région entre le Sahel et la côte du golfe de Guinée. Et il y avait un gros trait noir autour qui était l'AOF. On a donné l'indépendance à tous les groupes qui étaient à l'intérieur de ce gros trait noir, qui était délimité par des petits traits. Bien sûr. Mais c'était des traits qui avaient une délimitation administrative franco-française. D'accord. D'ailleurs, la Haute-Volta a été 3 fois en 50 ans rattachée, détachée, rattachée à la Côte d'Ivoire. Où voulez-vous en venir avec ce rappel? J'en viens au fait que chaque pays, en 1960, était des entités issues administrativement de la colonisation, qu'on a mis des gens dans des espèces de carrés ou de rectangles, sans tenir compte des géographies, des relations humaines, etc. Et il a fallu que chaque pays se trouve une identité propre. Et la grande, le grand héritage d'Houphouët-Boigny, c'est d'avoir créé en 30 ans un État-nation. Ok, on revient au Katiam, s'il vous plaît. J'y arrive. Quand ces 30 ans sont passés avec le départ d'Houphouët-Boigny, il y a eu toute la deuxième période que j'appelle depuis 7 décembre 1993 jusqu'à aujourd'hui où on parle, par une période qui a été extrêmement mélangée, comme a dit un jour le président actuel, où nous avons eu à la fois Henri Conan Bédier, qui est parti dans des conditions spéciales, une transition militaire tout à fait chaotique, l'arrivée du président Gbagbo dans des conditions difficiles, mais où démocratiquement il était élu, une rébellion qui se fait dans la foulée, 10 ans pour aboutir à novembre 2010 et à tous les événements qui ont suivi jusqu'au 11 avril, et depuis le 11 avril jusqu'à aujourd'hui, une mainmise d'un groupe, je ne dis même pas d'un parti, je dis d'un groupe, sur l'ensemble du pays, dans des conditions où la Constitution est foulée matin, midi et soir. Et l'élection de cette année, c'est mettre fin à cette période-là et recréer un pont entre la période où Boigny a créé l'État-nation et aujourd'hui. C'est le vrai débat que doivent avoir les Ivoiriens. Parce qu'on peut passer 3 heures de parler du sexe des gens ou de la nationalité de M. Thiam et on n'avancera pas. Aujourd'hui, il faut considérer que l'élection en Côte d'Ivoire, demain, et d'ailleurs c'est ce qui a été répété par les uns et les autres, et sans doute acquis par le représentant du secrétaire général des Nations Unies à Abidjan la semaine dernière, M. Simon, qui est à peine reparti d'Abidjan d'ailleurs, a vu comment on foulait au pied la suite des élections en Côte d'Ivoire. Il faut que cette élection soit inclusive. Et moi, je n'ai aucun souci. Du coup, vous ne répondez pas à la question. Si, j'y réponds maintenant. Qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que même M. Ouattara, qui normalement, si on parle droit, n'a pas le droit d'être candidat, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il puisse l'être. Bien sûr. M. Thiam, il a sans doute ses raisons. Que M. Laurent Gbagbo, qui n'a aucune raison d'être exclu de la liste électorale, aucune. En droit, j'en avais parlé. La décision plus le 22 avril était une décision politique, dit-on. La décision est au-delà du politique. C'est une stupidité juridique de la part de M. Ouattara, et je dirais... de M. Ouattara, carrément. Mais oui. Le moindre juge d'Abidjan ne dépend que de M. Ouattara. Oui, d'accord. C'est le premier magistrat. Vous l'avez dit, la CEI a débouté le premier requérant. Ce qui était quelque chose de positif. Je voudrais finir avec ça, et je pense qu'il faudrait qu'on rétablisse le débat ici sur cette situation de l'avenir de la Côte d'Ivoire et quel est l'enjeu du 25 octobre. Parce que les enjeux, c'est la dette de la Côte d'Ivoire, c'est la situation humaine des gens, c'est l'école, c'est la santé, c'est ça les vrais problèmes. Voilà. Donc, et pas de savoir si un bout pour vous, les questions liées aux nationalités, tout ça, c'est des questions subsidiaires. C'est des questions qu'il faut savoir dépasser parce que dans une période où l'enjeu, c'est le pays. Je vais répondre sur ça. Les questions de nationalité, si les gens ne devraient pas en parler, c'est les gens d'en face. D'accord. Le RHDP. Ça, vous l'avez dit. Parce qu'ils ont pris les armes par rapport au fait que ils étaient exclus. Voilà. Ils se sentaient exclus. Le président Dramane Ouattara. Oui. Alors, donc aujourd'hui, si les gens sont bien conscients de ce qui s'est passé, ils ne doivent plus parler de nationalité de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Est-ce que
au moment où on est en train de faire cette émission, vous pouvez dire à vos compatriotes que votre président, celui dont vous souhaitez une réélection, est dans un état d'esprit qui permettra de trouver une solution politique à cette situation qui se crée au fond. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara veut que Tidjane Thiam participe à cette présidentielle, ce sera ainsi. C'est lui qui a la clé aujourd'hui. Est-ce qu'il est dans cet état d'esprit-là? Je voudrais d'abord rebondir sur ce que mes deux panélistes viennent de dire. Sans trop polémiquer. Hein, non, mais si, il faut que... Sans trop revenir dans les faits anciens, sur les faits anciens. Ils l'ont fait, vous n'avez rien dit. Ouais. Ils l'ont fait, vous n'avez rien dit. Et vous me posez une question qui balaie tout de suite tout ce qu'ils ont dit. On ne va pas référer l'histoire. Il faut que je réponde. Allez-y. Oui, permettez. Allez-y. Au début, je vous l'ai dit déjà. Allez-y, monsieur Diaby. Je suis d'accord là-dessus, donc il faut que j'y aille. Allez-y, essayez. Le problème de monsieur Thiam, il est victime de sa propre turpitude. Il avait des ambitions de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Il savait pertinemment qu'il avait une double nationalité. M. Billon, qui était dans ce cas, mais de façon très naturelle, a entamé ce processus-là bien longtemps avant lui. Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi est-ce que dès qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire, bien avant même qu'il soit candidat à la présidence du PDC, pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà se déchargé de cette nationalité ivoirienne, française? Ça nous aurait soulagé de tout ce débat-là aujourd'hui. Monsieur Diaby. J'arrive. On profite du décès du président Henri Konan Bédié pour faire une OPA sur le PDCI. Pourquoi? Parce que des historiques comme Guy Kaoué, comme Akossi Benjo, comme Jean-Louis Billon, on leur a opposé des tests du PDCI et on leur a opposé le fait qu'ils étaient sous contrôle judiciaire pour les écarter de la course à la présidence du PDCI. À Billon, ils ont dit qu'il n'était pas membre du bureau politique, voilà pourquoi il ne pouvait pas candidater. Oui. Mais j'arrive, vous parlez quand je vous... Allez-y. Vous m'avez dit de ne pas vous interrompre. Donc, oui, et la courtoisie nécessaire de ne pas m'interrompre. Non, je vous réponds. Voilà. Je dis oui. Donc, du coup, vous appliquez en votre sein des règles, des règlements, des tests, mais quand on en arrive au niveau national, où vous savez que vous êtes pris les pieds dans le tapis, vous commencez progressivement à alerter la communauté internationale. Progressivement, vous faites le curseur dans un verre d'eau et pour faire croire que vous êtes victime d'arrangements juridiques. Le président de la République n'est pas magistrat. Le président de la République, les juges ne siègent pas au palais de la République. Il y a bien des tribunaux en Côte d'Ivoire. Mieux, les 150 personnes qui ont saisi la justice, oui. M. Thiam n'est pas assez honnête. Sur les 150 personnes, il y a 80% de militants du PDCI RDA. Oui. Il faut qu'ils le disent. Il y a 80%. Pourquoi il ne dit pas aux Ivoiriens que c'est en son sein, au sein du PDCI, que le problème subsiste? Parce qu'il a été mal élu, parce qu'il a voulu tromper le peuple. Mais ça ne vous regarde pas. Ça ne nous regarde pas, mais puisque ça devient problème national. Vous n'êtes pas de son parti. Mais ça devient problème national. Ça devient problème national maintenant. Ça devient problème national. Ça devient un problème national. Puisque tout ce qu'il a fait au départ le rattrape aujourd'hui, parce qu'il y a des militants qui contestent son éligibilité à la tête du PDCI. Et ensuite, ils vont plus loin. Et lui conteste même la volonté la possibilité d'être sur la liste électorale. Ce n'est pas le RHDP qui l'a fait, je suis désolé. Monsieur Diaby, vous êtes jeune et vous aspirez à prendre la relève dans votre pays, et la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui doit être très attaché à la vérité, aux valeurs de vérité. Exact. En 2020, lorsque le candidat du RHDP se présentait à la présidentielle, était-il exclusivement ivoirien? Mais il était ivoirien. Il était ivoirien. Oui. Vous en êtes là-dessus. Donc ça répond à sa question où il voulait savoir si effectivement le président du RHDP, enfin le candidat du RHDP que vous souhaitez et donc l'actuel président de la République était exclusivement ivoirien. Vous nous dites ici à cette table qu'il est exclusivement ivoirien. De tous les leaders politiques d'alors, oui. Le président BDP à son âme, oui. Le président Ouattara a été le seul à présenter les pièces d'identité de sa maman et de son papa de façon publique. De notoriété publique, ils sont ivoiriens. La réponse, elle est claire. Mais demandez à M. Oudin ou demandez à M. Kofi. M. Kofi, oui. Est-ce que M. Bédié, paix à son âme, ou M. Gbagbo
on peut présenter les pièces d'identité de leurs parents. Votre réponse, elle est très claire. Hein? Elle est très claire. Brice Nzamba, avant qu'on... Oui. On va lui répondre. Il y a deux problèmes. C'est très intéressant, ce débat hein, sur, à la fois sur la nationalité, sur le code vous traitez de la nationalité. Mon président de menteur. Votre président est menteur. S'il vous plaît, monsieur Kofi. Soyons polis. Non, soyons polis. Voilà. Vous traitez mon président de menteur. Vous, votre président est menteur. Mais vous êtes la seule... C'est lui qui viole la Constitution. C'est votre président qui demande deux fois une nationalité alors qu'il est français. On va avancer. Donc arrêtons un peu. On va avancer. On va aborder tous les points dans cette émission. On va avancer. C'est vous qui ne savez pas ce que vous dites. Oui, ça va. Vous racontez n'importe quoi. S'il vous plaît. La question, elle est intéressante puisque ça nous met en face de deux problèmes. Premièrement, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savaient pas qu'il existe un certain article 40 d'un certain code. 48, pardon. Pas 48. Code 48 du Code de nationalité. 48 d'un certain code de nationalité qui dit que vous cessez d'être Ivoirien dès lors que vous acquérez une nouvelle nationalité. Mais c'est parce que Thiam veut devenir président maintenant qu'on le sait. Il y a plusieurs Ivoiriens et nous sommes sûrs qu'il y a même en Côte d'Ivoire. lui-même, Dramane. S'il vous plaît. Nous avons, même en Côte d'Ivoire aujourd'hui, des juges qui rendent des décisions de justice au nom du peuple ivoirien, alors qu'eux-mêmes ont perdu la nationalité ivoirienne. C'est une possibilité. Comment on règle ce problème? Parce qu'on le découvre là. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique de la nationalité répond à plusieurs intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des États qui sont plus ouverts, c'est-à-dire qu'ils tolèrent que leurs citoyens puissent avoir la double nationalité, et même dans ces cas, qu'ils puissent même, je dirais, prétendre à des postes les plus élevés. Il y a des États qui considèrent que c'est tout à fait normal, puisqu'on veut attirer un peu plus de talents de gens qui peuvent être au service de l'État. Il y a des États, en revanche, qui considèrent que la magistrature suprême étant un niveau de service à l'État qui est tellement élevé et qu'on incarne la nation, et qu'il est donc nécessaire en ce moment-là qu'on soit exclusivement de la nationalité de ces pays. Donc, tout dépend de la philosophie que l'État porte par rapport aussi bien à la citoyenneté et aussi aux attentes qu'on attend du chef d'État d'un pays. Bon, en Côte d'Ivoire, ils ont fait le choix, notamment en ce qui concerne la nationalité. Il y a une politique de la nationalité qui est un peu particulière en Côte d'Ivoire, puisque dans son code, comme on l'a dit dans son article 48, il est bien précisé que quand vous arrivez à acquérir une nationalité étrangère, en fait, quand vous avez fait une acquisition volontaire. Bien sûr. C'est ce qu'est l'article. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire une acquisition, un consentement volontaire à une nationalité étrangère. Vous perdez 15 ans plus tard la nationalité ivoirienne. Bon, si cette acquisition n'était pas volontaire, c'est-à-dire quand vous êtes né, par exemple, français, par filiation, c'est-à-dire que votre père était français, vous-même vous êtes né français, donc vous ne l'avez pas acquis volontairement, vous ne perdez pas la nationalité ivoirienne, vous la gardez. Voilà. Donc, la question qui s'est posée pour le cas du président Thiam, c'est que pour ses avocats, ils ont fait de leur mieux en disant que M. Thiam était né français. Voilà. Le débat était à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il était-il né français ou avait-il acquis par la suite volontairement la nationalité française? Donc, la question de droit est à ces niveaux. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que le débat, pour dépassionner le débat, il faut trancher cette question. Maître Patrice Gueux, qui est un remarquable avocat ivoirien, on l'a vu il y a 2 jours, qui dit c'est Tidiane Thiam même qui, après coup, nous a apporté d'autres éléments d'appréciation qui ont permis au juge de prendre la décision de ce 22 avril. Parce qu'au moment où il faisait sa demande, le juge ne savait pas qu'il avait une autre... En fait, donc, est-ce qu'on peut dire là que la juge qui a pris la décision ce 22 avril a pris une décision juridique proprement et que ce n'est pas une décision politique? Personnellement, ça dit que par rapport au droit, je pense que le droit a été dit, objectivement. Je suis rassuré. Complètement rassuré. Là, je ne parle pas de politique. Oui. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas de politique. Que le droit a été dit. C'est-à-dire que quand on prend l'article 48 du Code de la nationalité applicable en Côte d'Ivoire, il est tout à fait juridique et conséquent que M. Thiam ne puisse plus prétendre à la nationalité ivoirienne, puisque il
une démarche volontaire pour acquérir la nationalité française en 1987. Il a fait une démarche volontaire. Et cela lui fait perdre, cela lui fait perdre la nationalité ivoirienne. Comment? Et cela lui fait perdre, cela lui a par fait conséquent, perdre, en application de l'article 48, 15 ans plus tard, la nationalité ivoirienne. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants. Je voulais demander à Maître si il a les preuves de ce qu'il annonce. De notre émission. NCA, la nouvelle chaîne africaine.